à Laurent Lafosse. Bon, Laurent Lafosse et son épouse vivent aux USA. Et donc, on a profité d'une période où ils étaient présents dans le Lauragais pour organiser cet hommage à Jean Michel, puisque l'année dernière, l'été dernier, Laurent Lafosse est venu à la mairie pour nous dire qu'il nous donnait d'abord l'habit, et puis après il m'a dit oh, je vais aussi vous donner l'épée. Presque en même temps. Et après, il nous a fait parvenir par courrier de très nombreux témoignages des photos, des documents de la vie de son grand-père, que j'ai également transmis à Élodie Gomez-Pradier, la conservatrice de l'abbaye école, et que je remercie également parce que c'est elle qui a organisé toute la mise en lumière à la fois de l'habit, de l'épée, mais aussi de tous ces documents qui nous ont été transmis. Alors, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les exposer que l'abbaye école. Je voudrais remercier Gérard Delétoin, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la mise en scène du buffet avec les bouquets et toute la décoration qu'il a mise. Et moi, j'ai trouvé ça remarquable. Franchement, merci. Allez, et tout à l'heure. Avant de parler de Jean Missler, je tiens à remercier l'équipe qui m'a aidé à faire le montage des pièces qui sont exposées, donc Michel, Loïc et Ludivine qui sont présents ce soir et qui vous accompagneront tout au long de la soirée. Donc le portrait sculpté de Jean Missler a été réalisé par Karina Hari en 1965. Donc Karina Hari était une ancienne ballerine très réputée au début du XXe siècle. Et c'est à partir des années 40 qu'elle est devenue sculptrice. Donc elle a sculpté comme ça un certain nombre de portraits d'hommes célèbres. Et elle choisit de se concentrer sur la tête, là où siège la pensée. Donc c'est assez intéressant de voir comment elle travaille. Quand vous vous approcherez, vous pourrez voir le travail sur les reliefs qui montre justement peut-être l'intensité de cette pensée. Est né le 1er septembre 1897. Il avait une double ascendance, alsacienne par son père et lauragaise par sa mère. On a parlé de la famille d'Oriol. Donc il a fait ses premières études à l'école de Sorèze. Il a fait 2 séjours à Sorèze en tant que tout petit. Il est rentré à l'âge de 3 ans. Il est parti ensuite quelques années à Castelnaudary pour revenir à l'âge de 10 ans à Sorèze. Ensuite, il a intégré le lycée de Carcassonne puisqu'il n'avait pas eu l'autorisation de passer le bachot parce qu'il était très jeune, c'était un enfant précoce. Et ensuite, il a intégré le lycée Henri IV à Paris pour faire ses classes préparatoires. Mobilisé en 1915, à l'âge de 18 ans, il intégra le 9e régiment d'artillerie de Castres. Il alla au front de 1916 à 1918. Il termina la Première Guerre mondiale comme sous-lieutenant. Il entra ensuite à l'école normale supérieure et obtint en 1920 son agrégation de lettres. Après un séjour en Hongrie, où il occupa les fonctions d'attaché culturel à la légation de France et de chargé de cours de littérature française à l'université de Budapest, il rentra en France en 1925 pour succéder à Paul Morand comme chef de section littéraire et artistique des affaires étrangères. Il entamait parallèlement sa carrière d'écrivain, publiant notamment le roman Château en Bavière en 1925 et, entre autres choses, une monographie consacrée à Madame de Staël et Maurice O'Donnell en 1926. Puis débuta sa carrière politique en 1928 en tant qu'élu du député de l'Aude, fonction qu'il occupa jusqu'en 1940. Il a été appelé à plusieurs reprises à des fonctions ministérielles. Il fut successivement sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts en 1932, ministre des PTT, poste pour lequel son nom reste associé à l'organisation des réseaux d'État, de la radiodiffusion et de la création de l'Orchestre national, et ministre du Commerce. De 1936 à 1940, il fut président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Sa carrière politique prit définitivement fin en 1942. C'est dans le domaine des lettres, ensuite, qu'il choisit d'exercer après la Seconde Guerre mondiale,
de nouvelles responsabilités. Donc, il fut co-directeur des éditions du Rocher de 1944 à 1947. Il fut également directeur général, puis président de la Maison du Livre français de 1947 à 1960. Critique littéraire de l'Aurore, il dirigea enfin de 1964 à 1969 le département de littérature générale de la librairie Hachette. Il reprit également la machine à écrire pour poursuivre son œuvre de romancier avec des nouvelles comme La maison du docteur Clifton, La symphonie inachevée, Dictée de la nuit, Le vampire, La femme nue et le veau d'or, Les orgues de Saint-Sauveur, Aimé des dieux, La route des étangs, Bonpoix, Faubourg Antoine, Le jeune homme qui rôde et bien sûr... Merci beaucoup. Il réalisa également de nombreuses critiques littéraires, tout particulièrement passionné par le romantisme allemand et la musique. Hugo et Wagner face à leur destin, par exemple, Hoffmann le fantastique, à Bayreuth avec Richard Wagner. Jean Missler fut élu à l'Académie française le 2 juin 1966 au fauteuil de Robert Darcourt par 20 voix contre 7 à Henri de Montfred. C'est Marcel Brillon qui le reçut sous la coupole le 13 avril 1967. Jean Missler fut ensuite élu secrétaire perpétuel de l'Académie française, c'est-à-dire la plus haute distinction de l'Académie française, le 15 novembre 1973. Il décéda le 11 novembre 1988. Ce discours porte ma relation avec mon grand-père. Je ne parlais pas des affaires politiques ni littéraires, parce que Marcel Patavi a écrit cette thèse de maîtrise en 2002, ainsi que M. Dornani et d'autres ont déjà fait. J'ai fait connaissance la première fois de M. Missler en 1963, quand nous sommes rentrés des États-Unis. J'étais très intimidé à cause de la manière dont on parlait. Laurent me disait qu'il faut bien prononcer et articuler les mots. Je pensais que j'avais affaire à un professeur d'élocution et de grammaire. Mes grands-parents vivaient dans un appartement au rez-de-chaussée avec un grand jardin à Paris. Ils étaient entourés de douzaines de chats que ma grand-mère trouvait abandonnés dans la rue. Mon frère et moi faisions tant de bruit qu'il se cachait, ce qui ne manquait pas d'amuser Mère-Dominique, ma tante, mon petit frère qui s'ennuyait et ne comprenait pas pourquoi les chats ne voulaient pas jouer, s'amusa à les ficeler des casseroles sur les queues des chats au grand dame de Stéphane. Grand-père travaillait énormément dans sa chambre à coucher, donc qui sur le bureau. Il y avait des piles de livres que les éditeurs lui envoyaient pour qu'il écrive des critiques. J'étais si étonné de voir tant de livres que je lui demandais s'il lisait tous. Il dit non, il lisait en biais. Il adorait son chat noir diamant, toujours perché sur son bureau. En revanche, il taquinait le chien de ma grand-mère en lui mettant sur pied sur le cou en lui disant « Chante, Grégor ». Il ne supportait pas le bruit et se plaignait amèrement lorsque nous en faisions, semblant ne pas comprendre que les jeunes enfants éprouvent le besoin de se défouler. Parfois, ils jouaient aux dames avec une gagne toujours. Passons à autre chose. Mon grand-père mangeait toujours un pamplemousse et un steak grillé avec des haricots verts pour le déjeuner, car il voulait garder sa ligne svelte pour plaire aux femmes. Il sonnait sa clochette dans le cristal et demandait à son épouse, après la suite de voix tonitruante de tribun, si bien je croyais être en l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ma grand-mère organisait des repas pour les académiciens. Oui, une fois, quand elle a écrit son roman, 1965, Le bout du monde, vraiment son meilleur livre, sa grand-mère voulait qu'il aille à l'Académie française. Donc, elle a fait tout pour pouvoir qu'il rentre. Donc, elle organisait des repas pour les académiciens susceptibles de voter pour mon grand-père. Elle prépara un cas sous les frais pour lequel sa fille, Marie-Dominique, apporta tous les ingrédients de Casson-d'Arry. Il s'apprécia tellement ce repas roboratif léger pour d'autres personnes qui s'en mettent 2 portions. Après un tel festin, ma grand-mère put tout leur demander sans qu'ils réchignent. Nous avons aidé grand-père à enregistrer un discours à la réception de l'Académie française parce qu'il n'était pas férus de technologie, ce qu'il détestait. Je suis certain qu'il n'aurait jamais utilisé le smartphone, ce qui cela existait à l'époque. Le discours de grand-père à la coupole de l'Institut de France m'impressionna beaucoup parce que j'étais entouré par les immortels, tous vêtus de leur costume d'académicien, qui écoutaient son discours avec intérêt. Pendant la réception, j'admirais l'épée d'académicien de grand-père, de cocktail, de la photo à gauche, vous verrez, de mon frère, mon petit frère et moi. Nous aimions l'épée. D'ailleurs, cette photo fut publiée dans le journal Aurore. Cette épée aurait représenté
l'habit et l'école de Sorèze. Sur le tombeau fut offerte à grand-père pour la générosité de M. Robert Lazuri, le rédacteur en chef du journal Aurore. Nous passions tous les mois d'août, une fois à Sainte-Maxime, une fois à Rebec, sinon nous restions au Moulin d'Issel qui avait chez mes grands-parents. J'en passais fort peu de temps, mais parfois je faisais de longues marches après dîner avec grand-père qui m'apprenait les diverses constellations. Une fois, il me demanda à Marie-Dominique de l'aider à traduire quelques pages d'anglais en français. Elle lui conseilla de me demander de le faire. Il répondit que je connaissais mal l'anglais malgré que j'avais fait passer plus de 20 ans aux USA. Malgré ces aléas, je l'essayais beaucoup. Grand-père fut déçu par la politique et n'en parlait jamais. Une fois, je me souviens, très longtemps, je lui ai demandé quel candidat il préférerait pour les élections présidentielles de 1965. Il vota pour Michel Barbu, un candidat indépendant. Aussi, je recommande de lire un interview M. Axel Pétavy, qui était de Casolari, a écrit une excellente thèse, une maîtrise de thèse en 2002, et il a interviewé beaucoup de personnes ici, et il a fait un excellent travail. C'est 18 mois de la recherche partout. Et aussi, les annexes sont très intéressantes, l'interview que grand-père avec Jacques Sancel et d'autres personnalités sont très intéressantes. On apprend beaucoup de lui en lisant ces interviews. Je n'aurai quelques paragraphes très courts sur la vie de grand-père, un peu dans l'autre. Une fois, le sénateur Courrière indiqua dans son témoignage en date du 26/6/2002 que Missler, une fois en réunion, je crois bien à la zone, on ça correctement, l'escalier de la mairie était plein de monde. Mon père, parlant de son père, M. Courrière, a voulu prendre la parole en levant la main. Le temps seulement de lever un doigt, on l'avait jeté au bas d'escalier. Missler, en ces réunions, était toujours encadré par les solides rugbyman de Carcassonne qui lui servaient le service d'ordre. Donc ces réunions étaient contradictoires, mais à condition de ne pas trop compliquer le candidat. Grand-père adorait tant le rugby qu'il délaissait ses activités pour regarder les matchs de rugby. Et sur ces mots, je termine. Je vous remercie pour tout cela. Jean Missler, vous êtes vivant parmi nous, dans cette salle des illustres, car la mort n'efface pas votre présence pour ceux qui vous ont connus et aimés. Jean Missler, vous voilà revenu dans votre école de Sorèze, au bout de votre chemin. Ce chemin, il fut tellement long, traversé de tant de personnages illustres, raviné par tant d'événements, bouleversé par les orages de la vie, l'amertume des désillusions et la gloire éclatante du succès, qu'il se confond avec l'histoire du XXe siècle. Chemin de l'enfance, ce sentier creux de Bernicot, bordé de haies aux ronces vives qui vous griffaient les jambes comme pour vous retenir. Chemin de boue et de sang, près de l'Argonne en 1918, où les roues des canons s'enlisent malgré les ordres de l'officier artilleur. Chemin tracé, chemin de fer, où glisse l'Orient Express, emportant le jeune agrégé de lettres, l'attaché culturel de la légation française vers le Danube, vers la Hongrie, Vienne et Budapest au début des années 20. Allée scintillante du pouvoir, dans les années 30, du banc pourpre de l'Assemblée nationale au palais ministériel, dompteur de destin, législateur, président de la Commission des Affaires étrangères, homme politique doué pour gravir toutes les marches, celles de la mairie de Castelnaudary jusqu'aux colonnes magistrales du palais Bourbon. La guerre bouleversa ce chemin programmé qui aurait pu vous mener au plus haut sommet de l'État. Mais un autre fut tracé, plus exigeant encore, fait de rigueur, de sensibilité, de talent et d'écriture, le critique littéraire et musical ouvrant la voie à l'écrivain, au romancier, à l'essayiste. Voie lumineuse, fulgurante même, que vous conduira sous la lumière de la coupole en 1966, puis au fauteuil de secrétaire perpétuel
de l'Académie française, qui est la plus ancienne et la plus prestigieuse de nos institutions. Jean Missler, ces quelques mots ne peuvent à eux seuls résumer votre destin. Ils ne sont que les jalons d'une vie si intense que des journées entières de colloques littéraires ne sauraient épuiser. Mais il fut un sujet dont le maire honoraire de Sorèze peut parler, c'est votre amour pour le pays natal. En vérité, Jean Missler, vous n'êtes jamais vraiment parti de Sorèze. Vous l'avez certes quitté pendant quelques années, mais vous n'avez jamais cessé d'y penser, de l'évoquer dans votre œuvre, en un mot, de l'aimer. Votre enfance a baigné dans un lointain quasi légendaire. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre Le bout du monde, qui vous a fait entrer à l'Académie française. Quand je reviens à Sorèze, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais quitté. Je n'avais pourtant que 6 ans lorsque nous sommes allés nous installer à Castelnaudary, mais la distance est petite, 20 km à peine, et nous retournions chaque été à Sorèze pour les grandes vacances. Plus tard, j'ai passé 4 ans à l'école et j'ai le sentiment que toute mon enfance est là. Quitter Sorèze est pour vous un déchirement. Alors que vous partiez pour le lycée de Carcassonne après le refus de l'Académie d'Albi de vous accorder une dispense pour passer le bac à 13 ans, vous écrivez « Cette école de Sorèze où j'avais été si heureux, je la quittais le cœur serré. Je sentais mes maîtres tristes de me voir partir sans avoir pu me conduire au bout de mes études. Et quand la fanfare attaqua la Sorézienne, j'eus le sentiment que quelque chose venait de finir qui ne me serait jamais rendu. » Cette mélancolie de l'automne qui accompagne chaque départ inspire le voyageur sentimental qui va parcourir le monde pour toujours revenir à la source de ses émotions. Le reverrai-je un jour, cette statue grise au fond du parc? Notre-Dame, Notre-Dame de la paix, ne connaîtrai-je jamais ce repos de l'âme? Serai-je un jour pareil à ces hommes, à ces femmes qui n'ont jamais quitté le pays natal, pareil à ces humbles visages qui ont entouré mon enfance? Jean Missler, vous aimiez profondément votre école, votre village, votre montagne noire où finissait le bout du monde des légendes. Une très grande partie de votre œuvre est empreinte de vos racines, de ces lieux que, enfants et adolescents, vous aviez parcourus avec votre maman bien-aimée. Je puis en témoigner personnellement lors de nos rencontres et de nos entretiens, car grâce aux invitations de Sophie et Pierre Buissou, vous reveniez tous les ans à Sorèze dès le début des années 70. Quelquefois, j'ai eu le bonheur de vous recevoir chez moi, moment délicieux où votre intelligence apparaissait dans toute sa sensibilité. Votre mémoire était prodigieuse, et vous n'aviez plus la passion de la politique depuis votre démission de la mairie de Castelnaudary en 1942. Avec humour, vous m'aviez avoué que vous auriez bien aimé représenter votre ville natale de Sorèze sur les bancs de l'Assemblée nationale tout comme moi, mais il n'y avait pas de regret dans votre voix, car le destin vous avait préparé une carrière politique prestigieuse sur l'autre versant de la montagne noire, où vous avez été également l'élu des bergers de la montagne et des laboureurs du Lauragais. La plaie, il faut bien le dire, était depuis longtemps car cicatrisée. Mais vous aviez un regard détaché et amusé envers la politique politicienne contemporaine. Vous écriviez dans votre dernier livre, Le jeune homme qui rôde, qui est paru effectivement en 1984, la politique implique des prises de position et des querelles inutiles, toute une mise en scène dont la vanité a vite fait d'apparaître. Moment supprimé, passage à vide dans l'existence, d'où la pensée, la vraie pensée est absente. Y a-t-il dans toute vie active beaucoup de tels moments? C'est probable, mais nulle part ils ne sont plus nombreux et plus creux que dans une carrière politique. Jean Missler, nous passions avec vous, Pierre Buissou et moi, des heures enchantées,
lorsque vous veniez à nos concerts de musique de nuit à Sorèze, dans la Cour des Rouges, ou bien lors des expositions d'Yves Blaquière, dans la Maison du Parc, aujourd'hui notre musée du Verre. Président d'honneur de l'association sorésienne et des anciens élèves, vous honoriez de votre présence les manifestations prestigieuses de l'école qui brillaient alors de ces derniers feux. Je garde un souvenir très vivace d'une journée sorésienne mémorable, celle de la fête organisée le 8 décembre 1977 pour votre 80e anniversaire. Ce jour-là, vous étiez rayonnant, au rêvé d'un sourire juvénile qui effaçait grandement le passage du temps. Ce jour-là, après une messe solennelle avec l'homélie éclatante du révérend Père Carré, votre collègue et ami de l'Académie française, en présence aussi d'un troisième immortel, le philosophe Jean Guitton, je vous avais reçu à l'hôtel de ville pour une réception qui fut vraiment exceptionnelle. La salle était comble, il y avait foule pour voir les trois académiciens parmi les plus célèbres du Quai Conti et surtout pour vous entendre. En réponse à mon discours de bienvenue, vos paroles furent éblouissantes, d'une voix profonde que vous saviez moduler à l'infini. Jean Missler, vous teniez l'auditoire en haleine. Votre parole faisait revivre les images de ce Sorèze tant aimé de votre enfance, sublimées par une véritable symphonie oratoire. Je me souviens aussi d'une autre visite remarquable avec Michel Déon, l'auteur des Poneys sauvages, autre académicien célèbre que vous aviez ardemment soutenu pour son élection sous la coupole. Moments inoubliables dans cette salle des illustres de Sorèze que nous visitions ensemble. Jean Missler, vous êtes toujours présent parmi nous, par la pensée et le souvenir. Vous, le jeune homme pressé, qui devint l'artilleur de 1918, le normalien de 1920, le député de 1928, puis le ministre, le romancier, l'académicien et enfin le perpétuel. Aujourd'hui, votre ancienne école et le pays natal ne vous ont pas oublié. Le jeune homme qui rôde a trouvé son dernier refuge, sa place légitime et glorieuse dans ce panthéon des hommes illustres que votre buste honorera désormais. La ville de Sorèze est à l'unisson de cet hommage. Elle a donné, sur ma proposition, votre nom à la place publique qui se trouve juste à l'entrée du cœur de la cité qui vous a vu naître et dans laquelle vous reposez depuis 36 ans. Jean Missler, immortel parmi les illustres, vous avez trouvé, ici, à Sorèze, votre bout du monde. Le bout du monde. Ai-je assez rêvé à ces syllabes? Ai-je assez interrogé maman et bonne maman sur leur signification? Et elle m'expliquait que la route qui remonte la vallée du Sor s'arrêtait jadis à la gorge, où saute la cascade de Malamort, et les voitures ne pouvaient pas aller plus loin. C'était à 4 ou 5 kilomètres de Sorèze. Plus tard, quand je serai un peu plus grand, on m'y mènerait. Mais je ne croyais pas que la chose fût si simple. Pour moi, enfant né au pied de la montagne noire, il y avait deux mondes bien distincts. La plaine, ouverte, claire, facile avec ses prés, ses jardins et ses haies, où je ramassais l'été les murs, en décembre les prunelles guidées par la première gelée. La montagne, mystérieuse et fermée, avec les histoires de ses tours ruinées et de ses grottes, et le bout du monde. C'était la fin de l'univers connu, et la porte du monde féerique, des gazons de montagne qui sonnent creux sous les pas, des souterrains dont l'entrée est perdue, mais qui s'ouvrent avec leurs trésors, la nuit de Noël, juste pendant que sonnent les 12 coups de minuit. En ce temps-là, le surnaturel est encore partout. On parait de couronnes de fleurs les fontaines au mois de mai.
Les bœufs prenaient le deuil du laboureur. On mettait un crêpe aux ruches à la mort du maître de maison. Et cette vieille qui allait à travers champs, derrière une chèvre efflanquée, tenant entre ses doigts crochus un tricot de laine noire et 4 aiguilles luisantes. Il valait mieux se signer du pouce quand on la rencontrait. Parfois, les paysans qui rentraient du marché de Revel le samedi trouvaient dans quelques chemins creux le trac qui leur sautait sur les épaules et les faisait tourner en rond jusqu'au matin. En tout cas, c'est ce qu'ils racontaient à leurs femmes quand ils rentraient, pas très fiers, à l'aube. Mais surtout, j'aimais les histoires des cavernes, les 4 chambres de Bernico, où dans les dernières années de l'Empire, 3 vauriens, dont on montrait du doigt les descendants, firent apparaître le diable, les grottes de Fandeil, la montagne de marbre percée comme une éponge, où l'on voit un Avène pompeusement nommé l'antre de Polyphème, et une immense grotte baptisée le trou du Calel. Un Calel, c'est cette lampe de cuivre où une mèche trempe dans l'huile, que l'on accrochait jadis aux parois des grandes cheminées et qui a survécu quelque temps avant de disparaître dans les fournaces des boulangers. Le trou du Calel avait ses légendes, dont on parlait à la veillée, dans les fermes, pendant qu'on dépouillait les épis de maïs de leur enveloppe. La plaine, au contraire, était gaie et sans secret, avec ses prairies où les chiens tracassaient les vaches jaunes, ses haies d'aubépine entre les saules têtards, où les bergères s'adossaient pour tricoter en gardant leurs troupeaux. Les ruisseaux coulaient, laissant des bulles d'argent accrochées aux feuilles velues de la menthe. La pluie faisait sortir des mousserons dans des ronds où l'herbe était plus luisante. Et les vieux paysans riaient quand je leur disais, sur la foi et je ne sais quel livre, que ces cercles s'appelaient les ronds de fées. Entre la plaine et la montagne, Sorèze massée autour du gros clocher fortifié, seul vestige de l'ancienne église brûlée par les Huguenots, ces vieilles maisons, l'eau vive des ruisseaux courait dans les rues étroites, resserrées encore par l'encorbellement des étages. À l'automne, les trottoirs étaient encombrés de fagots et les bûches qu'une poulie grinçante hissait jusqu'au grenier. Dans les cours, les scies chantaient comme s'il y avait eu un rémouleur ou une cigale dans chaque maison. Autour du bourg, une promenade avec 4 rangs d'énormes platanes. Devant l'église, les 2 ormeaux contemporains de Sully. Dans la ville haute, sur une place toute bruissante de fontaines, un marronnier géant, dont les branches écartaient les croisées des maisons et poussaient au printemps leurs fleurs roses jusque dans les chambres. L'été, on accrochait au tronc du marronnier une cage avec un perroquet bleu et vert. Les platanes étêtés n'embrageaient plus la promenade. Les ormeaux de l'église, tués par la maladie, ont été coupés à 4 mètres du sol. Et des branches splendides, il ne restait plus que des moignons. Le marronnier est mort. Le perroquet vivait encore l'autre été. La maison où je suis né, le 1er septembre 1897, sur la grande place, formait, face à l'ancienne poste, l'angle de la rue de Revel. Jean Missler, Le bout du monde, 1964. Bonjour à tous, Olivier Campardoux, vice-président des anciens élèves. J'excuse Patrick Chalin qui ne peut plus être parmi vous, qui est le président. Voilà, j'ai été ici à l'école de 76 à 84 et j'ai accueilli votre grand-père dans les années 80 pour une, peut-être ce dont vous parliez, M. Mamie, voilà, une visite ici, j'avais 15 ans, j'en ai un souvenir
incroyable. Et en grande pompe, c'était quelque chose d'incroyable. Voilà, et tout ça pour vous dire que voilà, les anciens, vous n'imaginez pas l'émotion qui nous étreint quand on arrive ici. Alors, Jean Missler parle de l'école avec beaucoup d'émotion, et nous c'est pareil, c'est comme un nid où on a été modelé, avec le poids de l'histoire aussi, donc c'est assez incroyable. Et Madame Bonnet parlait des carrières remarquables de tous les illustres qui sont ici. Et s'il y en a eu moins dans les 100 dernières années ou plus, je pense que ce lieu nous a permis d'avoir des vies parfois simples mais remarquables. Voilà, c'est un lieu incroyable et où on revient à chaque fois avec beaucoup d'émotions. Alors je vais vous lire un bout, une partie un peu difficile du livre de Jean Missler, Le bout du monde, sur les punitions auxquelles j'ai échappé, puisque le cachot, entre autres, a fini, je crois, dans les années 70, je ne sais pas, je parle sous le contrôle d'Orso. En quelle année ça a fini le cachot? Voilà. Alors, le mécanisme des punitions. Comment? Il se cache. Le mécanisme des punitions atteignait la même perfection. Ne parlons pas de la mise au coin pendant les études, ni des arrêts durant la récréation, ni des lignes que l'on bâclait, naturellement, avec des roseaux à 4 plumes, pendant les retenues du jeudi et du dimanche. Plus originale était la veillée. Au lieu de se coucher à 8 heures, on restait dans une petite cellule spéciale du dortoir, à copier des lignes jusqu'à minuit. Un degré au-dessus venait la matinée. Pour les mêmes intéressants travail, le veilleur de nuit nous tirait du lit à 3 heures du matin. C'est pendant une veillée que j'ai lu, pour la première fois, dans des extraits de l'Ancien Testament, l'histoire de Ruth et de Bouze, en grec. C'était charmant, mais c'était au mois de juin. En décembre, j'y aurais pris moins de plaisir, car les dortoirs n'étaient pas chauffés, et l'eau gelait souvent dans les lavabos, à mon époque aussi. Enfin, la plus grave punition était celle que seul le censeur pouvait infliger, le séquestre, cachot glacial, avec une fenêtre hors d'atteinte, une table scellée au mur et une grosse bûche plantée dans le sol en guise de siège. Le puni passait là toute la journée, nourri d'une potée de légumes, d'un quignon de pain et abreuvé d'une cruche d'eau, comme à la Bastille des légendes. S'il s'arrêtait un instant dans son travail, ligne à copier ou devoir à refaire, la voix calme du censeur ou l'aigre glapissement du sous-censeur, passant par les trous d'une plaque de tôle encastrée dans la muraille, lui demandait s'il désirait retenir le séquestre pour le lendemain. Ce régime qui paraissait si dur, parce qu'il n'avait point changé depuis 100 ans, n'était pas mauvais en soi, mais tandis que les récompenses et les galons allaient trop souvent à des saintes touches en raison de l'importance des notes de discipline, j'ai vu les punitions exaspérer les élèves intelligents et transformer en révoltés des garçons simplement étourdis et exubérants. Je crois d'ailleurs qu'il ne reste rien de tout ce système et qu'on ne trouve maintenant à Sorèze pas beaucoup plus de discipline que dans les lycées. Il n'est point sûr que ce soit un problème. Oh mon ami, notre phalange, avec au bleu sur notre drapeau, car son aspect le bruit de nos louanges, pour l'exalter, un sort nouveau, comme aujourd'hui dans la belle auréole, vite à nos yeux tant un siècle d'honneur. Oui, soyons fiers de notre vieille école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. Oui, soyons fiers de notre vieille école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. Si nos aînés, de Louis XVI, les défenseurs et les derniers amis, si Bonaparte a trouvé dans Sorèze, va généraux et sac à famille de la région, écoutons la parole
À notre tour, grandissons notre école, et pour jamais, gardons-lui notre cœur. À notre tour, grandissons notre école.